D'emblée, nous vous disons merci pour votre présence nombreuse. Et je vais tout de suite donner la parole à Jean-Pierre Cavalier, qui est sur ma droite. Il est délégué régional de la CIMAD. C'est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile pour toute la PACA et la Corse. Il est également membre du groupe d'animation du collectif pour les États généraux Roms et enfin membre de l'équipe d'animation du Forum social mondial en Provence. Jean-Pierre Cavalier, merci de nous avoir rejoints ce soir. Je vous donne la main. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde pour un tel sujet. Alors, je dois répondre à un défi. Dresser un cadre d'émigration en 10 minutes. Donc, je vous amène en voyage. Je vais survoler des questions pour développer la thèse que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de ces migrations. Avec un défi. Nous allons continuer à être des migrants. Est-ce que nous serons capables d'être des migrants sous le mode de la fraternité humaine? Alors, en quelques minutes, chaque question qui demanderait des jours, d'abord l'origine de l'humanité. L'être humain, nous disent les gens savants, il est sorti d'Afrique il y a 1,8 milliard d'années. Il y a eu une grande migration, d'abord à moins 400 000, et une seconde, ça c'est l'Homo sapiens, celui dont nous descendons directement il y a moins 100 000 ans. Il a conquis, par migration, c'est pas un bon terme, il a occupé, il a visité l'ensemble de la planète petit à petit, l'Asie, moins 70 000, l'Australie, moins 50 000, ensuite l'Europe, moins 40 000 ans, l'Europe du Nord, moins 25 000, l'Alaska, moins 15 000, de là il est passé en Amérique à moins 12 000, voilà, et moins 12 000, à peu près, c'est la fin des dernières glaciations qui vont donner lieu à des déluges, d'où le fait qu'on le retrouve dans un certain nombre de mythes, mais c'est le début de l'histoire humaine, ce qu'on appelle l'histoire humaine, qui va commencer à se sédentariser. Il y aura le début de l'agriculture, on va apprendre à domestiquer les animaux, etc. On a la première, on pense à l'heure actuelle que Jéricho est la première implantation stable, le premier village humain en tout cas que l'on connaisse. Voilà. Mais après ça a continué, comme ça pour évoquer, en Méditerranée il y aura les Grecs et les Phéniciens du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ qui vont peupler, coloniser. Et je dis bien que là-dedans, il y a du bon et il y a aussi du mauvais. Il y a beaucoup de souffrance, il y a aussi beaucoup de richesse. C'est tout ça ensemble. En Europe, il y aura les Celtes du 7e au 1er siècle, avant Jésus-Christ toujours. Ceux qu'on a appelés des barbares, qui n'étaient pas forcément autant qu'on le dit, du 4e siècle au 6e siècle après Jésus-Christ, les Vikings du 8e au 11e siècle, etc. Et ça continue. Je passe en vitesse à maintenant la période moderne. Il y a 500 ans, quand on a conquis, là c'est conquis, l'Amérique, on a éliminé, on a tué, certains pensent peut-être 63 millions de gens là-bas, près de 90% de la population a été éliminée, le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Et comme on avait tué des gens pour lesquels on voulait uniquement l'exploitation de leur force de travail, on est allé chercher, on a organisé, vous savez, le commerce triangulaire. Ça, c'est au moins 30 millions de personnes qu'on a amenées, avec beaucoup de morts. Et le pillage de ces richesses a constitué, il y a 500 ans, on dit, le magot énorme qui a permis l'émergence du capitalisme qui s'est développé au niveau mondial. Maintenant, deux grandes dates. 1873, l'une des premières grandes crises économiques mondiales, et après je parlerai de 1973, le début d'une deuxième grande crise. 1873, crise économique mondiale, je surveille mon temps, que l'on va résoudre de la façon suivante. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais d'abord, on va développer le commerce international, notamment vers les colonies, mais aussi, on va
pour éviter d'avoir des explosions sociales, parce qu'il y aura en 1831, il y aura la révolte des Canuts, en 1871, il y aura la Commune de Paris, et on se dit, ça va nous exploser à la figure, on va finir par perdre, et donc on soulage la pression sociale du mouvement ouvrier en limitant énormément le travail des enfants, le travail des femmes. Il y aura la loi Valdi-Rousseau en 1884, avec l'autorisation des syndicats, etc. Mais pour compenser cette perte de main-d'œuvre, notamment féminine et enfantine, il y aura un exode rural, parce qu'il y a aussi une crise rurale, mais qui va juste compenser. Or, on est en pleine expansion du capitalisme industriel et on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et pour éviter qu'il y ait aussi trop de gens semblables, on va diviser les ouvriers en faisant venir des étrangers. Le patronat va organiser pendant des dizaines d'années la venue de travailleurs étrangers pour développer ce capitalisme, pour développer notre aussi ce modèle-là. Dernière, j'ai encore quelques minutes, 1973, un siècle après, c'est le premier choc pétrolier, c'est surtout la mise en place de la mondialisation néolibérale. Le modèle capitaliste, qui s'est surtout développé au niveau intérieur, atteint des limites. Le marché intérieur est saturé, donc pour continuer à se développer, on a besoin de conquérir des marchés mondiaux. Pour cela, on entre dans une guerre économique mondiale, qu'on appelle la mondialisation. Il faut baisser le coût de la main-d'œuvre, puisque c'est ça qui fait la différence. On va choisir une première solution, d'abord en automatisant la production, d'où le chômage de masse. Deuxièmement, on va délocaliser la production pour l'installer dans des pays, faire travailler la main-d'œuvre dans des pays où la main-d'œuvre peut être jusqu'à 65 fois moins chère. On fait travailler les femmes, les enfants, retour, ce qu'on avait éliminé chez nous, on le recherche encore à l'étranger. Mais il y avait des secteurs qu'on ne pouvait ni automatiser ni délocaliser, donc on va fabriquer de la main-d'œuvre sans droit chez nous, pour des secteurs qu'on ne peut pas délocaliser, le bâtiment, l'agriculture, etc. Le tourisme. Comment est-ce qu'on va fabriquer des travailleurs étrangers sans papier? Pour avoir des travailleurs sans droit, on va fabriquer des travailleurs sans papier, avec un principe simple. On va dire, quand vos papiers sont plus en règle, vous êtes obligé de retourner au pays. Et de là, vous demandez un visa, on va systématiser le visa. Mais ce visa, il est discrétionnaire. On vous le donne, on ne vous le donne pas, on fait ce qu'on veut. Donc les étrangers vont rester ici, en se disant, si je pars, je ne reviens pas. Et j'ai de bonnes raisons, pour en reparler, de rester ici. Et voilà comment on va fabriquer des centaines de milliers, tout à fait consciemment, administrativement, on va fabriquer des travailleurs sans droit en faisant des sans-papiers. Dernière étape, comme ça, dans ce parcours rapide, 2009, l'ONU a fait pendant plusieurs années une étude mondiale sur l'immigration, en disant, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est positif? C'est négatif? Ils concluent, ils intitulent leur rapport « Levons les barrières » en disant, ça apporte du positif. Là-bas, ici et aux migrants eux-mêmes. Bien sûr, on pourrait faire beaucoup mieux, il faut d'abord que le droit international s'impose. Mais les migrations font partie de l'histoire humaine, et si on arrête les migrations, alors il y aura énormément de problèmes. Je n'ai pas le temps de le développer, je pourrais le faire tout à l'heure pendant la discussion, mais du coup, j'en reviens à cette interrogation. Les défis actuels majeurs, qu'ils soient économiques, financiers, environnementaux, politiques avec les extrémismes, ne se posent pas régionalement dans un endroit ou un seul pays, ou même que l'Europe. Ils sont mondiaux. Et c'est l'humanité entière et unie qui sera capable d'y faire face. Il n'y a pas de raison, de réponse isolée. Il faut que nous réalisions dans la tête et dans les faits que l'humanité est faite pour vivre ensemble. Et que du coup, étranger, c'est un mot du passé, c'est une étiquette administrative, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas la nationalité. Il n'y a pas d'étrangers sur Terre. Il faut se dire maintenant, il n'y a plus que des êtres humains, comme nous, égaux en dignité, et qui doivent le devenir en droit.